Bonjour et bienvenue au podcast Les Éconos. Aujourd'hui, Christophe, on reçoit un invité pour la deuxième fois. Oui, on reçoit Stéphanie Bourassa de chez Bourassa Notaire qui était venue nous parler il y a presque ça, 1 an déjà presque. Oui, de la profession des notaires. Puis aujourd'hui, ça va être sur un autre sujet connexe, les testaments. Oui. Écoute, les testaments qui est un sujet qui est super intéressant parce que, petite statistique, Anthony, 50% des gens n'ont pas de testament. Ouf, ça peut causer des problèmes, ça. Oui, ça peut causer de gros problèmes. Puis beaucoup de trucs que les gens peut-être prennent pour acquis qui sont pas vrais, puis que Stéphanie va venir nous démystifier tout ça. Donc, sans plus tarder, Anthony, on part ça. Bonjour Stéphanie, merci beaucoup de revenir sur le podcast une deuxième fois. On apprécie beaucoup. Les gens ont beaucoup apprécié ton premier passage, donc je pense que on va essayer de répéter ça puis avoir un super bon podcast intéressant pour les gens aujourd'hui. Puis comme on l'a mentionné en intro, Anthony, on parle de testament. Oui, les testaments, c'est important ça. Qu'est-ce qu'un testament, Stéphanie? Explique-nous un peu c'est quoi je pense que la plupart des gens connaissent les testaments, mais il y a beaucoup de choses par rapport au testament que les gens savent peut-être pas. Vraiment. Tout d'abord, merci de me réinviter une deuxième fois. Je voulais savoir, est-ce que vous avez invité des femmes suite à ma première venue? Oui. Oui, on en a eu. Oui, en marketing. 2 ou 3, je crois. OK, Pas cool. si pire. La plupart, écoute, c'est moi et Anthony, fait que ça serait dur d'intégrer ça là-dedans, mais non, on en a eu plusieurs, fait que t'étais la première, oui. Mais t'as mis t'as mis la barre assez haute. Là. J'ai ouvert le bal, là, c'est parfait. Si jamais tu as des contacts qui veulent venir, n'hésite pas à les référer. Super, parfait, j'en prends bonne note. Merci pour m'inviter pour une deuxième fois. Effectivement, le testament, c'est quelque chose de super important dans la vie de tous. Donc, on ne peut pas exclure personne, à part les gens qui sont TINAP, évidemment. Le testament, il y a 3 sortes de testaments. On a le testament holographe, on a le testament devant témoin et le testament notarié. Donc, le testament holographe, c'est quelque chose qu'on note à la main. OK. Toute seule. Fait que ce qu'on imagine souvent là, que tu fais là, sur le bord de ton lit de mort là, en dernière minute là, pour aller le faire. Fait que ça, est-ce que c'est assez commun? Assez commun. Il y a des gens qui le font. C'est légal. C'est quelque chose qu'on recommande définitivement pas, mais c'est légal. Donc, le testament holographe, en fait, on peut faire ça sur le bord de notre table de chevet. Là. L'image que tu as, ça peut être ça aussi qui arrive. Puis, qu'est-ce qui est pas bon, dans le fond, dans le testament holographe, c'est que si la maison passe au feu, si quelqu'un, au moment du décès, décide de jeter ce testament-là... juste de l'ignorer. C'est juste qu'en fait, il n'y a aucun registre de ce testament-là. Donc, ça, c'est quand même assez important de prendre conscience que si on fait un testament holographe, si la maison passe au feu, si on le perd ou si au moment du décès, les gens le trouvent juste pas, à ce moment-là, on va considérer qu'il n'y a pas de testament. Ou que personne ne le trouve. Exactement. Ou les gens peuvent juste le jeter si c'est pas en leur faveur. Ou c'est juste une lettre rédigée par... C'est ça, c'est nos dernières volontés qu'on met. Puis des fois aussi, quand on fait un testament holographe, on n'a peut-être pas nécessairement... le vocabulaire juridique. Donc, des fois, il peut y avoir confusion de comment qu'on lègue, comment qu'on désire... aussi que les gens gèrent. Des fois, le liquidateur, on n'en fait pas mention dans le testament holographe. Ça peut être aussi une problématique. Ça soulève plusieurs questions, plusieurs problématiques. Donc, c'est sûr que définitivement, on ne recommande pas le testament holographe. Non. OK. Puis, l'autre que tu parlais qui était le devant témoin. Exact. Est-ce que tu as besoin d'avoir un témoin, justement, pour un testament holographique? Comment tu sais que c'est... Le testament holographe, en fait, c'est pas devant témoin. Donc, c'est pour ça que si on en fait un, on l'écrit aussi à la main, on le date, on le signe, puis c'est fait devant 2 témoins. OK. À ce moment-là, ça a une plus grande force parce qu'on a le témoin. Donc, c'est sûr que ça peut aider. Mais c'est toujours comme le testament holographe. On n'a pas de registre de tout ça.
On peut le jeter si c'est pas en notre faveur. Si la maison passe au feu, ben ce testament-là est disparu là, complètement. Ouais. Ça t'est déjà arrivé dans une situation où est-ce que tu as 2 testaments holographes ou tu as 2 testaments qui s'opposent, peut-être devant témoins ou whatever? Évidemment, ça m'est déjà arrivé. Ouais, t'en as 2 qui situation-là. s'opposent. Puis, Oui, puis on voyait qu'avec un autre crayon à l'encre, il y avait des nouvelles ajouts à ce testament, des nouveaux ajouts à ce testament-là. Là. OK. Donc, il faut qu'on aille le faire homologuer devant la cour, voir si c'était vraiment bien son écriture. Tu sais, ça peut donner beaucoup de confusion. Ça peut aussi créer des chicanes de famille. Ouais. Parce que finalement, on a fait des ajouts, on a enlevé une personne, puis là, on voit tout ce record-là, en fait. Donc, ça crée des petites chicanes, disons, pas très intéressantes. C'est là. pas Non, exactement. Déjà qu'en plus, les gens sont endeuillés, ils vivent une situation X. C'est sûr que c'est pas très intéressant. Des fois aussi, les témoins sont décédés. Donc, on retrouve pas ces témoins-là. Évidemment, ils sont décédés. C'est ça. Donc, c'est aussi, c'est pas quelque chose de très fort comme preuve. Ça peut se contester là, si quelqu'un n'est pas d'accord. Ça peut se contester aussi également. Des fois, justement, on va faire venir un professionnel qui va regarder l'écriture, si c'était vraiment celle du défunt ou de la défunte, pour s'assurer du tout. Puis le dernier, c'est le testament notarié. Oui, exactement, mais non le moindre. Donc, le testament notarié, honnêtement, c'est fait devant notaire. Donc, ça fait foi de son contenu. Tout ce qu'on a regardé avec le testateur, testatrice, c'est ses volontés. Donc, nous, on est vraiment venu rédiger selon ses volontés. On est venu regarder avec la personne qu'est-ce qu'elle voulait vraiment. On lui explique des situations. Si, exemple, ton premier héritier décède, c'est qui que tu voudrais avoir en deuxième lieu? Si cette personne-là a des enfants, est-ce que tu voudrais que si, exemple, tes enfants qui ont hérité, tu voudrais que les petits-enfants héritent. On regarde plusieurs situations, les liquidateurs. On regarde le don d'organes aussi, la disposition du corps. Au moment du décès, des fois, quand les gens n'ont pas fait de testament ou qui ont fait, exemple, un testament holographe ou devant témoin, n'ont pas pensé à la disposition du corps, le don d'organes. Puis là, ça revient entre les mains du liquidateur qu'on doit choisir. Puis les gens ne sont pas à l'aise avec ça, de décider de la volonté. Tu sais, exemple, de leurs parents, du conjoint, de la conjointe, de leurs enfants. Des fois aussi, malheureusement, des fois, c'est les parents qui doivent vivre leur deuil des enfants. Puis comment est-ce que tu fais pour savoir, admettons, c'est qui le ou la notaire de ma mère qui est décédée, par exemple? Bien, le testament notarié, en fait, nous, on a un registre. Donc, c'est soit le registre de la Chambre des notaires ou du Barreau du Québec. Okay. Donc, à chaque fois que quelqu'un décède, si on fait un testament notarié, donc le notaire garde l'original dans sa voûte. Donc, nous, on peut jamais le s'en débarrasser. C'est exactement. Ça pourra jamais disparaître non plus. Si un notaire, exemple, décède, prend sa retraite, vend son greffe, ça se retrouve à la Cour supérieure. Donc, on ne peut pas perdre ce testament-là. Il est toujours à un endroit sécuritaire, en fait. Électronique ou version papier dans un coffre-fort? Maintenant, en fait, les notaires, depuis environ 1 an et demi, là, écoutez, je ne sais pas exactement la date, on peut faire des actes. Exactement, on peut faire des actes technologiques. Donc, on l'a soit papier, on l'a soit technologique. Ça dépend, en fait, là, de comment que le testateur l'a fait avec son notaire. Cool. Donc, il y a un registre. Exemple, la personne décède. Les choses les plus importantes au moment du décès, c'est l'acte de décès qui prouve le décès. Puis ensuite de ça, la deuxième chose qu'on fait, c'est la recherche testamentaire pour savoir le défunt, la défunte, est-ce qu'elle avait fait un testament? Donc, nous, on a un registre. Donc, on va le voir, exemple, on n'est pas obligé de retourner voir le notaire avec qui, exemple, le défunt ou défunte l'avait fait. On le trouve dans le registre. Notaire, là, exactement. Okay. On voit la date, on voit quel notaire a fait ce testament-là. Puis, on demande après ça là, au notaire d'avoir une copie pour obtenir ce testament-là. OK, cool. Puis, comment est-ce que... Fait que là, une fois, on comprend comment tu trouves le testament en tant que tel, mais est-ce que ça arrive des fois où est-ce que là, après ça, il faut que tu communiques avec tous les héritiers? Tu sais, si, admettons, moi, je nomme quelqu'un que... Je nomme, admettons, Anthony, qui est peut-être... Nice. Cool. Qui est peut-être Wow. pas... le choix... C'est pas un choix évident. Les gens seraient comme, pourquoi Anthony? Comment est-ce que vous faites, admettons, pour retrouver cette personne-là?
En fait, ça dépend s'il y a un testament ou pas. Là. Est-ce qu'on a mis Anthony dans le testament? Admettons, moi, je décède, j'ai légué à Anthony... Ton pick-up. Ouais. Bon, ça y est. Admettons. Puis là, toi, tu dois retrouver Anthony. Oui. Est-ce que ça t'arrive? Comment est-ce que tu fais pour retrouver ces gens-là, communiquer avec eux? Bien, souvent, quand il y a un testament, c'est quelqu'un qui a fait la recherche. Donc là, on va voir c'est qui a fait la demande. C'est l'exécuteur, en fait, le testamentaire qu'on appelle maintenant le liquidateur. Parce que souvent, les gens disent exécuteur. Maintenant, c'est rendu un liquidateur. OK. Le liquidateur va pouvoir justement trouver le testament avec le notaire, faire une recherche testamentaire et tout ça. Avec l'acte de décès, évidemment, parce que les notaires, on ne fait pas de recherche testamentaire si on n'a pas la preuve du directeur de l'État civil que cette personne-là est bien décédée, parce que sinon, on pourrait commencer à vérifier. Oui, à vérifier beaucoup de choses, disons. Okay. Donc, à ce moment-là, le liquidateur pourrait justement gérer le testament, puis il pourrait dire par la suite à Anthony comme quoi qu'il a hérité d'un pick-up. Mais justement, mettons que, tu sais, moi, admettons, je décède, là, ma femme, elle va voir la notaire, puis elle dit, OK, là, qu'est-ce que le chose dit? Puis là, c'est Anthony. Puis là, on est comme, OK, mais j'ai pas parlé à Anthony depuis 40 ans. Enfin, admettons, comment est-ce que je fais pour le retrouver? Tu sais, même s'il est au Canada, il est peut-être dans un autre pays, on ne sait pas. Comment est-ce que vous faites pour retrouver ça? C'est la job, admettons, du liquidateur? En fait, moi, j'ai des dossiers que c'est des personnes disparues qu'on essaie de retrouver. Là. Okay. On tombe avec un chapeau de détective. Là. C'est exactement. Quand même... Oui, vraiment. Puis des fois, on gère justement des successions que les héritiers sont dans d'autres pays et tout ça. On va faire vraiment de notre mieux pour retrouver la personne. Donc, on va faire toutes les vérifications diligentes, les recherches diligentes pour retrouver cette personne-là, évidemment. C'est sûr que, pour vrai, les réseaux sociaux aident. C'est sûr. On a déjà retrouvé des gens via Facebook. Puis là, la personne nous répond, puis dit oui. Puis on voit bien que c'était bien Anthony, ton ami. Puis là, on l'a retrouvé. Il y a plein d'autres façons. Des fois, on a même, dans mes dossiers, j'ai des détectives privés qui retrouvent la personne. Okay. J'ai d'autres situations qu'on n'a jamais retrouvé cette personne-là aussi. Là, il y a des exceptions, mais la plupart du temps, on retrouve les gens. Quand c'est dans un autre pays, souvent, la personne qui est liquidateur a quand même un contact. Okay. Donc, un courriel, un numéro de téléphone, via les réseaux sociaux, parce que Facebook, exemple WhatsApp, c'est pas mal là-dessus qu'on les retrouve. Tu sais, LinkedIn, c'est des réseaux qui aident énormément à retrouver une personne. Ouais. Donc, il y a une façon, mais si on la trouve pas, on la trouve pas. On va faire des recherches du mieux qu'on peut, puis... Ça veut-tu dire que quand on nomme quelqu'un dans notre testament, on est mieux de donner un contact, soit un numéro de téléphone ou un courriel? Oui, définitivement. Donc, ça, le notaire, lors de l'entrevue testamentaire, on pose plein de questions, en fait. Là. On pose vraiment beaucoup de questions. C'est sûr que si c'est les parents et les enfants, c'est sûr qu'ils ont un lien très fort. C'est facile de retrouver les gens, mais exemple, j'ai une idée en tête, une histoire, c'est une personne qui n'a jamais eu de conjointe, exemple, qui n'a pas d'enfant, puis qui est rendue assez âgée, qui a 85 ans, ça l'arrive. Tous ses frères et sœurs sont décédés, puis là, c'est tous des amis. Il n'y en a pas tant, mais mettons, il y a 2-3 amis. C'est sûr qu'on va demander le numéro de téléphone, l'adresse, le courriel, s'il y en a un, évidemment, pour avoir le plus de chances possible. De la trouver. Exactement. C'est ça, mon espoir d'avoir une grande tante milliardaire que j'ai jamais connue, puis qu'ils vont me retrouver pour me donner mon dû. C'est ça. Mais aussi, quand moi, je fais mon entrevue testamentaire, j'ai aussi un bilan patrimonial que je donne aux testateurs, testatrices. Donc, on fait l'entrevue ensemble. Le deuxième rendez-vous, on va faire la lecture du testament, explication du testament. Signature. Puis la signature d'un testament notarié est toujours faite aussi devant un témoin. Okay. Donc, pour être vraiment sûr, c'est vraiment quelque chose, de vraiment très, très fiable. On est vraiment sûr que j'ai pas forcé la main à quelqu'un là, pour qu'il signe son testament, que c'est bien ses volontés. Donc, c'est vraiment la source la plus fiable qu'il n'y a pas, en fait, qui... C'est rare qu'on va contester un testament notarié. Ça se fait difficilement, comme tu dis, non? Ça se fait, évidemment, tout se conteste. Là. On est contester, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller... en cours. On s'en va définitivement en cours. On a des avocats où on peut aller se représenter nous autres mêmes, là, mais on s'en va en cours, on conteste ce testament-là. Exemple, il y a des gens, quand ils vont en cours, qui disent que lorsqu'il a signé ce testament-là, il n'était pas apte, exemple. Ouais. La personne était... C'est des choses comme ça que j'ai vues.
Mais après ça, il faut le prouver. Il faut avoir des rapports médicaux, il faut avoir, peu importe la preuve que la personne voudra bien avoir pour contester le testament, là, mais c'est très rare, c'est très difficile de contester un testament notarien. Fait que là, l'exemple du pick-up, si on continue dans cette ligne-là, la femme à Christophe pourrait dire que Christophe, quand il a fait son testament, il avait trop bu, puis là, J'étais inapte. Bien là, c'est sûr que quand il est devant chez le notaire, c'est notre job, par contre, de s'assurer qu'il soit capable de signer là, s'il est sous. Pour éviter tout ça. Exactement, là. Ça, c'est clair. Ouais. Oui, cette situation-là ne marche pas, mais s'il fait un testament devant témoin, puis il est un petit peu sous l'effet d'alcool ou peu importe de quelle substance, puis il signe un testament holographe ou devant témoin, bien effectivement. Ça peut se contester. Il y a des bonnes chances que si je te lègue quelque chose, c'est parce que j'étais ivre. Oh mon Dieu, bon, ben les chances, ils sont rendues à zéro. Non, puis comment est-ce que ça fonctionne si, admettons, parce que ça va changer d'une façon ou d'autre. Si moi, je fais un testament à un moment donné, mais peut-être que je vais avoir plus d'enfants, des petits-enfants éventuellement. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut le changer à chaque fois qu'il y a une nouvelle personne? Ou c'est des bonnes questions que vous me posez. Honnêtement, le testament, le notaire, premièrement, dans l'entrevue, va saisir c'est qui est devant. Lui ou elle. Donc, exemple, je vois que c'est une jeune famille ou, exemple, une personne qui est célibataire, qui a 30 ans, qui veut un testament. C'est sûr que je vais lui demander, est-ce que vous avez une conjointe? Tu sais, on interroge quand même la personne. On veut savoir sa vie, on veut savoir sa situation familiale, économique et tout ça pour pouvoir bien rédiger le testament, pour faire ses volontés, pour pas qu'il revienne à tous les 2 ans puis qu'il me dise, ben là, j'ai une voix en fer, je me suis mariée, c'est clair, mais c'est sûr, quand il arrive des grandes situations de vie, c'est sûr que des fois, oui, effectivement, on va changer le testament. Il n'y a pas de nombre limite pour faire un testament. Donc, on pourrait en faire, exemple, une fois par année si on le veut. Là. OK. Donc, ça, là, c'est vraiment c'est la liberté de tester au Québec. C'est comme ça fonctionne. Donc, le testament, comment qu'on rédige les notaires? Si, exemple, on a déjà juste un enfant, puis là, justement, on veut continuer à faire notre famille, ben, on va rédiger, exemple, je lègue en part égale à mes enfants au premier degré. Donc, tous les enfants que vous allez faire de votre vie durant, ben, ça va tout rentrer dedans. OK. Parfait. Donc, on ouvre ça, la possibilité de peu importe tous les enfants. Donc, si on le fait avec une femme, finalement, on s'est divorcé ou on s'est quitté. Puis par la suite, avec une autre union, on fait un autre enfant, bien, ça va tout rentrer dans le premier degré, ça. Okay. Donc, très important de le garder en tête. OK. Puis de l'autre côté, les trucs qu'on possède, est-ce qu'il faut faire comme on ajuste pour dire, admettons, moi, j'ai acheté une maison, j'ai acheté un chalet, si j'avais dit, OK, mais ma maison, je vais la donner à telle personne, ou puis là, si le chalet, il n'y a rien qui est écrit, comment ça fonctionne? Exactement. Bien, en fait, le patrimoine d'une personne fluctue. Donc, c'est pour ça que les clauses testamentaires sont larges. On va écrire, exemple, je lègue mes biens meubles et immeubles à ma conjointe, à mon conjoint. Okay. En cas de prédécès ou peu importe, je lègue en part égale à mes enfants, exemple, au premier degré, ou si on a terminé la famille, on va dire, je lègue, exemple, à Anaïs et à Victor, mes biens, meubles et immeubles. Donc, si, exemple, mes biens immeubles, on a, je sais pas, trois voitures, puis au moment du décès, finalement, on se ramasse avec aucune voiture, ça va pas changer notre clause testamentaire. Elle sera pas caduque parce qu'on n'est pas venu préciser les biens. Les immeubles, on a une résidence principale. Finalement, 5 ans plus tard, on s'achète avec le conjointe un chalet. Ça va pas changer parce qu'on a dit immeuble. Donc, si on n'a plus non plus à la fin, ça va pas causer une problématique. C'est pour ça que je donne un bilan patrimonial. Quand j'envoie ma correspondance au client, j'envoie le bilan patrimonial de la Chambre des notaires. Ça pose plusieurs questions hyper intéressantes. Est-ce que j'ai des assurances vie? Est-ce que j'ai des immeubles? Est-ce que j'ai des comptes bancaires? Mille et une choses. Est-ce que ça arrive des fois que le monde lègue plus à leur enfant qu'à leur conjoint ou conjointe, mais que... Comme l'exemple que tu viens de dire, là, s'il y avait un chalet possédé par le conjoint et la conjointe, mais qu'un des deux lègue juste à ses enfants sa moitié, ça vient-tu compliqué? Parce que la conjointe ne voudra pas nécessairement, peu importe, là, vendre le chalet, mais le garder. Mais en théorie, il y a de la moitié qui reviendrait à ses enfants. Bien, cette situation-là, elle existe. Je l'ai déjà vue, je l'ai déjà fait. Ça existe qu'il y a des gens qui veulent plus léguer aux enfants.
qu'à la conjointe-conjoint, oui. C'est quelque chose qui est moins usuel, par contre. Habituellement, tu sais, le testament classique, puis c'est correct, là, tu sais, on est vraiment dans la liberté de tester. Il n'y a aucun jugement quand on voit cette personne-là, c'est sa volonté, puis on ne va pas ingérer dans sa décision. Ouais, ça, toi, tu n'essaies sûr. pas d'influencer le monde. Là. Définitivement, c'est pas mon... Non. J'essaie pas de dire, mais moi, mets une petite clause, tu vas me léguer ton pick-up. Non. C'est vraiment T'es pas... pas mal intentionné Non, comme je suis d'autres vraiment pas là pour ça. co-animateurs qu'on a. Exactement. Parce que des fois, le monde ne le sait pas, puis tu leur dis, ben, normalement, voici ce qu'on écrit. Toi, tu leur arrives avec un template normal ou... Non, je vais poser des questions. Tu sais, c'est sûr, je vais dire, est-ce que vous voulez faire le don d'organes? Tu sais, c'est des questions qui dirigent, en fait, l'entrevue testamentaire. Mais s'il me dit, exemple, est-ce que c'est assez, j'ai légué 50 000 à mon ami? Ça m'arrive tellement souvent. Puis moi, je dis, écoutez, c'est vos volontés. Est-ce que pour vous, vous vous sentez à l'aise? C'est ça que je vais lui répondre. Je peux pas lui dire... Tu sais, on n'est pas en train de regarder, nous, notaires, le compte bancaire, voir tous ses placements, puis de dire, ouais, lui, 50 000, c'est bon. Non, on n'est pas là pour ça, en fait. On s'assure, en fait, que c'est les bonnes volontés qui sont dans le testament. Puis si des fois, il réfléchit, après l'entrevue testamentaire, je lui dis, écoutez, garde, on va juste réfléchir à tout ce qu'on s'est posé comme question, qu'est-ce qu'on a répondu aussi. Il n'y a rien qui est coulé dans le béton tant qu'on n'a pas signé notre testament. Puis je leur dis, puis même si on a signé, on peut le changer de toute façon. Donc, je laisse le temps que tout se dépose, qu'ils soient vraiment sûrs de leur volonté, mais moi, je suis pas là pour diriger, en fait, leur volonté. C'est pas ma job à moi. Non, tu veux juste les mettre sur papier. Oui, mais ça m'arrive des fois que conjointe veut léguer aux enfants le chalet, ça arrive. Si on est marié, des fois, ça peut causer des problématiques aussi, évidemment. Si on a fait un testament, qu'on est marié, puis on lègue tout aux enfants, bien, il y a quand même un 50 % au moment du décès, c'est le divorce. Donc, tout s'éteint. Il faut qu'on se sépare quand même. Le régime. Le mariage prend le dessus sur le testament? Le dessus, bien, il y a quand même non, mais oui pour certaines choses, parce qu'on était mariés, on était engagés. Donc, c'est sûr que le patrimoine familial qui embarque là-dedans, il y a le régime matrimonial aussi, s'il y avait un contrat de mariage ou pas. Donc, ça, on n'a pas le choix quand même de régir et de régler tout ce genre de divorce-là. Là. Puis est-ce que... là, peut-être qu'on saute à une autre question, là, mais ce que je voulais dire, c'est le mariage. Le monde se marie des fois puis se pense, OK, j'ai pas besoin de testament, je suis marié. Ouais. J'ai déjà des clauses qui me protègent. Oui. Qu'est-ce que tu en dis de ça? Non, Okay. mais non. Parce qu'en fait, le mariage, c'est quand on est vivant. Donc ça, c'est pour venir régir notre union. C'est pas du tout au moment qu'on décède. Le testament, en fait, là, c'est un document légal qui vient dire nos volontés au décès. Donc, si on est marié, c'est sûr que au moment du décès, comme que je le disais, il y a le patrimoine familial qu'on va gérer, il y a le régime matrimonial. Ça, c'est 50 %. Mais le reste, si on n'a pas fait de testament, ça va aller 2/3 aux enfants si on en a, puis 1/3 au conjoint. Donc, ils ne se ramassent pas avec 100 % des choses. Donc, des fois, on peut se ramasser dans une propriété, un chalet, la maison... la résidence principale et tout ça avec des enfants dedans. Là. Ben, parlons-en un peu. Là, si, avant de tomber dans la question, qu'est-ce qui arrive si on n'a pas de testament? Si on n'a pas de testament, ouais. Ça va vraiment mal. Non? Ben, tu sais, c'est sûr que c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. C'est plus de temps. C'est plus de casse-tête aussi parce qu'on n'a pas mis en place nos choses. Un testament simple, honnêtement, là, ça vient tellement libérer la conscience, la tranquillité d'esprit. C'est comme environ 500 $ un testament. Là. Simple. Ouais. C'est pas... Puis ça règle vraiment beaucoup de chicanes, je vous le jure. Ça règle des chicanes. Je vous le dis, même si tout le monde dit « Hey, moi, là, mes enfants, ils s'entendent bien, mes frères et sœurs, tout va bien. » Je vous le dis, des fois, c'est des règlements de comptes familiaux. Ouais. Ça pète. Mais en tout cas, bref, pour venir au fait que la question que tu me poses, c'est la dévolution légale. Okay. C'est selon le Code civil. Donc, si, exemple, je vais vous dire quelques situations, là, évidemment, parce qu'il y en a 1001. Si on décède, on est marié, ouais. On a des enfants. Ça va aller 2/3 à l'enfant, 1/3 au conjoint. OK. Si on n'a plus de conjoint, on a des enfants, 100 % les enfants. Si on a un conjoint, des parents, en tout cas, là, il y a plein de situations. Mais oui, c'est ça. Si on a des frères et sœurs, ça va aller 2/3 aux frères et sœurs. Ça peut aller aussi 2/3 aux parents. Il y a tout le temps des portions avec qu'est-ce qui reste dans le fond de la dévolution légale. Mais si on n'a vraiment plus personne et on a juste des cousins, ça va être eux qui vont embarquer là, dans la dévolution légale. Puis marié versus conjoint de fait, est-ce que c'est la même chose? Et mon Dieu, non.
Non. C'est ça. Là. Ça, c'est une super bonne question. C'est sûr que si on n'a pas de testament, on a un conjoint de fait. Là. Je sais que sur la loi, sur l'impôt, conjoint veut dire quelque chose, mais nous, légalement parlant, ça veut rien dire, malheureusement. Donc, t'as rien. Si t'es conjoint de fait, t'as rien. Si t'as pas de testament, t'as un conjoint de fait depuis 10 ans, là, t'as des enfants, t'as tout, là. T'as une maison avec, elle a rien ou il y a rien. Rien. Ce n'est pas c'est pas considéré au Québec. Fait que ça va aller à tes parents avant même d'aller à ton conjoint de fait. Si on a des enfants, ça va aller directement aux enfants. S'il n'y a pas d'enfants, ça peut aller aux parents puis frères et sœurs. Nos frères et sœurs. Le conjoint, il est exclu. Il est vraiment exclu, là. Fait que si t'es conjoint de fait, pas de testament, t'as pas d'enfants, tu décèdes, puis que t'as une maison avec ta conjointe, tu vas être copropriétaire avec tes beaux-parents. Oui. Non, mais c'est exactement. Puis on le voit, là. Fou, puis souvent, les gens, tu sais, on dit, on est jeune, on va le faire plus tard. Puis, tu sais, ça m'arrive souvent, moi, d'aller à l'hôpital ou dans en tout cas, dans des centres, si on veut, de palliatifs, tout ça. Puis c'est plate, là, de faire ça dernière minute, là. Ouais. C'est vraiment très plate, tu sais. C'est quelque chose de plate à faire parfois. C'est sûr, c'est lourd de penser à toutes ces questions-là. Il y en a aussi des fois qui sont superstitieux, qui disent « Oh mon Dieu, mais si je viens faire mon testament avec vous, notaire, ça va peut-être arriver, je vais mourir. Ouais. » Mais il faut mettre ça de côté. C'est quelque chose à mettre dans sa liste de vie à faire. Là, dans les petites tâches là, qu'on veut moins faire. Mais... Puis à quel point est-ce que tu vas, puis tu sais, à quel point t'es comme « OK, là, j'ai besoin d'un testament. » C'est quoi le... C'est ça. Moi, dans le fond, je conseille, c'est des gros événements de vie. C'est sûr, si on a 18 ans, on va à l'université, au cégep, ou peu importe, qu'on n'a rien, c'est peut-être pas une nécessité. Ouais. Quand on vient de s'acheter une maison, très important. On a un conjoint, très important. On est marié, très important. On a des enfants, très important. Si on se divorce aussi dans un testament, la clause devient caduque. Mais par contre, si c'est un conjoint de fait qui est toujours nommé au testament, il hérite. Puis je vous jure, j'ai déjà vécu cette situation-là. Que les gens n'étaient plus ensemble, mais que c'est encore. Puis il y avait une nouvelle conjointe ou un nouveau conjoint. Ouais. Puis là, c'est l'ancien, puis la personne, elle veut le cash, là. Ouais, puis j'imagine que t'es peut-être... Ça fait mal, là. C'est moins commun si t'es marié parce qu'il faut que tu passes à travers le divorce, là, toutes les procédures de divorce, mais quand t'es conjoint de fait... Bien, ça devient caduque au moins. Donc, même si c'est encore ta femme ou ton mari, ton ancien mari qui est sur le testament, elle devient caduque parce qu'on est rendu divorcé, on a un jugement. Ouais. Tandis que conjoint de fait, qu'on soit plus ensemble, qu'on ait une nouvelle conjoint, ça reste dans le testament. Puis ça fait des méga problèmes, je vous le dis, là. Je l'ai vécu, cette situation-là. J'étais arrivée au bureau, là, puis la personne, elle veut hériter. Ben ouais, l'ancienne conjointe ou conjoint décide de prendre l'argent puis de dire « Hey, ben moi, il a décidé de pas changer le testament. » Ça voulait peut-être dire qu'il voulait encore gérer. Tu sais, c'est plate. Ça peut être après difficile. ça, c'est tout dans le supposé que... Puis tu sais, la nouvelle conjointe qui... Tu sais, ça peut... C'est ça. Ça crée des petites... des gros problèmes. Puis c'est qui fait la liste de comme tous les biens, puis comment est-ce que tu sépares ça? Est-ce que c'est le liquidateur? Est-ce que c'est le notaire? Comment est-ce que ça se fait? La liste... Est-ce que Moi, j'avais une question reliée peut-être à ce que tu as dit. Là, OK, vas-y, avant que... Est-ce que le cas contraire arrive aussi? Il y a quelqu'un qui est plus vieux, qui s'est fait une nouvelle blonde ou chum, puis que tout d'un coup veut mettre sur la liste des héritiers, mais que la famille est comme pas chaude à l'idée. Ben oui, ça arrive aussi. Ça arrive, ça doit arriver souvent, mais... C'est la nouvelle conjointe ou conjoint qui arrive, là, mettons... dans les derniers stretches, là, ça l'arrive. Mais ça, c'est une volonté. Il y a le droit rendu là. Il n'y a rien à faire, la famille. Non, doit juste donc ça, c'est ça, exactement. Donc ça, la famille, elle doit juste respecter, en fait, exactement. Okay. Mais oui, ça l'arrive. Toutes les situations que vous pouvez vous imaginer, je vous le dis, ça l'arrive. c'est là que les gens contestent puis disent « Ah, il était pas... » Oui, c'est ça, il était pas... Le bonhomme n'était plus là. Des fois, ça l'arrive. Il y en a qui contestent dans cette situation-là. Des fois pas. Ils sont juste tristes, ils sont juste déçus. Mais c'était vraiment la volonté du défunt. Au jaloux, au final. Exactement. Il y en a qui voulaient plus d'argent. Des fois, tu sais, l'argent, là, des fois, ça crée vraiment des situations étonnantes. Surtout dans la famille. Ça sort le mauvais du monde. Ça peut sortir le mauvais comme non. Fait que pour revenir à ma question, est-ce que c'est le liquidateur qui s'occupe de faire la liste de tous les biens ou c'est le notaire qui s'occupe de faire la liste de tous les biens? Comment ça l'inventaire, en fait, ça dépend, en fait. Au moment du décès, le liquidateur ou les gens qui sont intéressés pour cette succession-là vont venir nous rencontrer. Puis nous, on a un contrat de service, puis on va expliquer, bon, voici c'est comment qu'on règle une succession. OK.
Voici pour lui qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, des fois, c'est comme des tâches partagées entre le liquidateur et le notaire. Le notaire peut faire une succession de A à Z. Des fois, le liquidateur veut justement participer à ça. Il a le droit, il a le pouvoir. Donc, en tant que liquidateur, il peut dire, ah ben moi, je vais faire ça, moi, je vais régler ça, je vais faire, il n'y a pas de problème. Puis des fois, on va juste être là à comme le coacher là-dedans. T'sais, on va lui dire, OK, parfait, faut faire ça, c'est comme ça qu'on fait ça. Fait il vient juste vers nous pour aller tirer les informations pour la régler. Des fois, il y en a qui sont trop endeuillés puis ils veulent pas du tout toucher à la succession. Ça dépend vraiment de comment qu'on les reçoit dans notre bureau, de comment ils veulent faire ça. Il y en a, tu sais, de gérer un deuil, en fait, il y en a qui veulent régler ça tout de suite, vite, pour passer à autre chose. Il y en a d'autres que c'est vraiment lentement, c'est par étapes, puis c'est correct. Puis ça, en tant que notaire, c'est hyper important de saisir comment, dans quel état d'esprit qu'on accueille ces gens-là, tu sais. Donc, il y en a qui vont vouloir faire ça lentement, il y en a qui veulent faire ça vite. Donc, tu sais, c'est de voir qu'est-ce qu'il veut, puis nous, on va pouvoir justement être là. Donc, l'inventaire, ça peut être lui comme ça peut être nous. OK. Cool. Exactement. Là, on a un petit segment qu'on veut faire avec toi, là, qu'on essaie de mettre en place. C'est une section mythes et réalités. OK. Fait qu'on te lance des trucs, tu nous réponds rapidement, on y va en rafale, comme une phrase maximum. OK, tu me coupes si je vais trop en détail. on va essayer. OK. Fait que, première question. Si dans mon testament, tous les héritiers sont décédés, il n'en reste plus. Il n'y a plus de... j'imagine après ça, c'est la dévolution Dévolution civile. légale. Puis s'il n'y a personne, où va l'argent? S'il n'y a vraiment personne, là, il n'y a plus personne. Là, je suis seul au monde. Là. Ça s'en va au bien non réclamé au gouvernement. OK, fait que c'est le gouvernement qui ramasse. Oui. Puis si finalement, exemple, là, je sais pas, 1 an plus tard, il y a un cousin qui dit « Hey, mais moi, il est décédé. » Bien, il y a une liste, puis on peut voir, il peut retrouver avec le gouvernement au bien non réclamé comment ça fonctionne. Là. Il y a des grandes procédures, mais oui, ça se retrouve à quelque part. Parfait. On en a parlé un peu tantôt, mais un conjoint de fait, est-ce que ça peut hériter sans testament? Non. Parfait. Non. Si un couple est en automobile et décède dans un accident, puis que les deux conjoints décèdent en même temps, est-ce que c'est vrai que l'homme sera présumé avoir survécu à son épouse? OK. Bon, ben ça, en fait, c'est très intéressant comme question. Ça dépend comment votre testament a été rédigé. OK. Donc, il y a quand même une clause si un des deux est resté vivant pendant 30 jours. Ben là, à ce moment-là, ça va aller dans le patrimoine du défunt qui est resté comme 30 jours. Si les deux décèdent en même temps, ça va rester dans leur testament. Chacun. Exactement. Est-ce que c'est clair ou vous voulez que je vous donne un exemple? Non, je comprends. Je pense c'est super bon. Fait que ça n'a pas d'impact. L'homme n'est pas présumé avoir survécu à sa femme. C'est pas vrai. Ben ça dépend. C'est le 30 jours en fait. Non, ça dépend le testament. Les deux décèdent en même temps. C'est ça. Ça va retourner dans le patrimoine. Chacun dans leur patrimoine. Mais ça dépend aussi si la clause du 30 jours aussi est mise dans le testament. Hein? Oui. OK, faut que ça soit là. Parce que, admettons, 29 jours plus tard, la personne décède, sont comme présumés d'être morts en même temps. Oui. Parfait. Est-ce que le notaire doit absolument faire la lecture du testament devant tous les héritiers? Non. Non, c'est devant le liquidateur. Si on est à l'aise que les héritiers soient là, oui, c'est faisable. Il n'y a vraiment pas de souci, mais c'est fait devant. Puis on n'est pas obligé de faire non plus lecture de testament. Devant notaire, moi, c'est une clause que je mets dans mon testament. J'aime vraiment lire les intentions du défunt au liquidateur, lui expliquer comment il voulait répartir ça. Puis après ça, lui expliquer les prochaines étapes pour mener à terme cette succession-là. Mais c'est le liquidateur. Parfait. Si mes parents décèdent puis qu'ils ont plus de dettes que d'actifs, est-ce que moi, je suis pris avec les dettes? Ben non. Vous avez 6 mois pour renoncer à cette succession-là. OK. Fait que dans le fond, j'ai le droit de dire comme, OK, attends, un moins l'autre. C'est déficitaire. Ben exactement. Non, merci. Exactement. C'est déficitaire. Vous avez 6 mois. C'est très important. Ou si vous avez, faut pas non plus faire aucun geste pour la succession. Si, exemple, un mois plus tard, vous savez pas que la succession est déficitaire, mais vous avez emprunté, je sais pas, de l'argent pour payer ci, faire ça. Vous avez fait plein de choses là, pour le défunt. Ben, à ce moment-là, vous pouvez être reconnu avoir accepté cette succession-là. Okay. Faire attention, on ne touche à rien. OK, parfait. C'est quoi le meilleur moyen pour savoir s'il y a des dettes?
faut justement récolter. On s'en va à l'enquête. Si le défunt ou la défunte n'a pas fait de bilan patrimonial, on n'a aucune information, ben là, il faut aller regarder les factures. Si on voit qu'il y a des comptes bancaires, ben on va aller voir avec les comptes bancaires. On va aller s'informer, on va à la recherche. C'est le chapeau de détective. Mais c'est pour ça qu'un bilan patrimonial est super important de mettre à jour. Même si on le raye, là, on n'a plus cette maison-là, maintenant, c'est fini. Ou un compte bancaire avec la BMO, une carte de crédit avec Visa, juste ça. Comme ça, tu es capable de tout rapatrier. Des comptes bancaires un peu partout. Là. Exact. Parfait. Alors, on retourne à mon exemple où Anthony disparaît dans la jungle. Est-ce que tu peux verser l'héritage à comme certaines personnes, même si, admettons, on n'a pas retrouvé Anthony? Ça, c'est sous exception. Ça dépend. Ça dépend vraiment si on l'a... puis il y a des délais à ça. Mais oui, on pourrait. On pourrait. Il y a des exceptions, mais oui. Après certains délais, après certaines procédures, oui. Mais c'est sûr, s'il revient 5 ans plus tard, il est un peu trop tard. Là. S'il n'y a pas de testament, qui est liquidateur? Qui devient liquidateur? On va nommer un liquidateur. Les héritiers vont nommer un liquidateur. Chacun vote pour dire qui veulent. On va faire une déclaration d'hérédité avec une nomination de liquidateur. OK. Puis c'est sûr que quand on n'a pas de testament, le liquidateur peut juste faire l'administration simple. Il n'y a pas la pleine administration. La pleine administration est seulement donnée dans un testament. OK. Important. Parfait. Donc, on ne peut pas vendre des immeubles comme ça. Il faut que tous les héritiers acceptent. Fait qu'un testament, ça règle des choses. Ça règle. C'est compliqué. Imagine si tout le monde ne vit pas. Mon frère vient de Nouvelle-Zélande, exemple. Si à chaque fois, il faut que je lui demande son OK ou sa signature, exact. Ça retarde tout. Puis des fois, là, quand il y a 6 enfants, là, je vous le jure, c'est difficile. Là. Puis là, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont pas contents là-dedans. Ouais, mais là, papa, il t'a donné plus à toi. Ben là, regarde, ça fait des chicanes. Là. Non. Ça t'es-tu déjà arrivé, pas de testament, puis là, faire des tests de paternité par après, de dire comme, attends, je pense pas que t'es vraiment un héritier légitime? J'ai un dossier qui, oui, mais c'est encore en arriver? cours de route en ce moment. C'est encore en cours de route. Mais ça n'arrive pas tant souvent. Là. C'est pas quelque chose de... il va pas s'amener pour être rendu là. Puis légalement parlant, on a des délais là, pour les tests aussi. Ouais. Mais j'imagine que c'est plus dans le cas où est-ce que t'es comme, pas genre ton frère ou ta soeur avec qui t'as grandi toute ta vie, là. Mais tu sais, peut-être de dire comme quelqu'un qui arrive à la dernière minute, hey, c'était mon père. Exemple, la situation un peu classique. Là. On a une première union, on s'est mariés, on a eu des enfants, puis à un moment donné, on a une crise, je sais pas, là, de la cinquantaine, de la soixantaine ou peu importe. Puis là, on a une deuxième conjointe qu'on veut pas tant dire qu'on a une deuxième conjointe. On a comme une famille. C'est ça, on a comme une famille qu'on veut comme pas vraiment dire. Ça, c'est déjà arrivé. Puis même donc là, les enfants sont comme, ben non, c'est pas ton père, là. C'est pas. Mais faut prouver, en fait, que c'est bien son père. C'est arrivé. Puis même avec un testament, si tu dis que je lègue à mes enfants, puis quelqu'un se pointe par après, dire comme, tu sais, techniquement, tu te qualifies, là, même s'il y avait un testament. Attends, répète la question. Même si c'est un testament, dans mon testament, je dis je lègue à mes enfants. Au premier degré, là, super large. Là. Super large. Tu te qualifies. C'est ça que je disais tantôt. Peu importe l'union, tout ce qui vient de toi, peu importe de la femme ou de l'homme que tu as eu, dans le fond, c'est oui. Il se qualifie. Très intéressant. Très intéressant. Ça doit être tellement pénible à gérer comme notable. Ça doit tellement. C'est ce qui fait. C'est des situations anormales comme ça, je me dis, qui fait que c'est tout le temps intéressant. C'est des questions un peu morales, je dirais. C'est des questions morales. C'est sûr que c'est pénible pour la première union, des fois. Ça dépend. C'est sûr, c'est de l'émotion. Là. C'est une gestion d'émotions avec de l'argent, avec un décès. Ça peut donner un petit cocktail explosif. Mais tu sais, le droit est quand même très clair. Là, donc, il nous arrive avec cette situation-là, on va quand même leur dire que légalement parlant, c'est ça. Le droit est quand même très clair, peu importe les situations qui peuvent être un petit peu épicées ou pas. Là. Ouais, mais tu dois te sentir dans tes shorts là, des fois quand ça se crie. Ben là, quand tu te rends compte de la situation, c'est ça. Belle petite surprise lundi matin. Là. Ah, ben tu vois, c'est pas la mienne. Good. Si je suis marié, je vais hériter automatiquement de tous les biens de mon conjoint. Non. Pas nécessairement. Comme qu'on disait. Ouais. Est-ce qu'il y a un testament ou pas dans cette question-là? La question n'avait pas de... en fait, on en a parlé, on en a discuté tout à l'heure. Donc, si on a un testament qu'on lègue tout à notre femme, oui. Si, exemple, on est marié, pas de testament, on a des enfants. On va régler le divorce.
ben, le divorce. On va régler, dans le fond, le patrimoine familial, le régime matrimonial. Ouais. Après ça, la femme ou le mari va avoir 1/3 du restant, puis le reste, c'est les enfants qui ont 2/3. Donc, non, pas parce qu'on est marié qu'on hérite de tout. Puis pas parce qu'on est marié aussi que si on devient inapte, que c'est le mari ou la femme qui va s'occuper de nous aussi. Souvent, les gens ont ça en tête. Ce n'est pas du tout le cas. Oui, parce que ça, c'est un truc que moi, quand j'ai fait mon testament, on a fait le mandat d'inaptitude en même temps. Mandat de protection en cas d'inaptitude, exactement. C'est super important à faire. Super important. Parce que, tu sais, souvent, même dans le dernier droit, là, des fois, t'es pas tout le temps là. Exact, c'est ça. Faut qu'il y ait des choses, il y a bien des affaires à régler. Puis, c'est important de le faire. Ben là, on l'a répondu un peu. J'ai pas besoin de contrat, j'ai pas besoin de testament car j'ai un contrat de mariage. On vient de le dire un peu. Grâce au testament, je ne paierai pas d'impôt à mon décès. Non. Non. Mais non, on paye de l'impôt. Il y a des exceptions, évidemment, avec le conjoint, tout ça, mais oui, c'est sûr que quand il y a du gain en capital aussi, oui, il y a de l'impôt à payer. Puis les gens le savent pas, mais quand tu décèdes, t'es présumé de disposer de tous tes biens. Exactement. Fait que si tu disposes de tous tes biens, mais veux pas, t'as du gain en capital, t'as de l'impôt. Exactement. L'impôt, là, on peut pas mettre malheureusement une petite clause magique du notaire que les héritiers ne paieront pas d'impôt. Les deux certitudes qui se rencontrent, mourir et payer des impôts, c'est les deux. Exactement. Puis, fait que, non, ils s'y prennent, là, c'est leur dernière chance pour te prélever de l'impôt. Mais en fait, tu dois savoir que ça compte comme du revenu au final. Ah ouais, absolument. Puis il y a toute une planification à faire avec ça, puis dans le testament aussi. Puis je pense qu'on va en parler un peu. On a un podcast qui s'en vient avec Philippe Caron, qui est un... planifier la succession. Ouais, que lui est en assurance vie, puis de planifier justement l'impôt à payer, puis la fiscalité au moment du décès, parce que t'en as de l'impôt à payer. Là. Tu peux arriver dans des situations où oui, tu as un super bel héritage, mais veux pas, la personne doit payer de l'impôt s'il veut accepter l'héritage, puis c'est pas nécessairement de l'argent que tu hérites. Si tu hérites de biens, une maison, une maison, un chalet, le chalet il vaut 10 millions, mais là, c'était pas ta résidence principale. C'est quand même un beau problème de le vendre de toute façon. Oui, exactement, mais c'est que moi, je me plaindrais pas. Là. Si tu veux mettre comme legs aussi là, ta maison à 10 millions, moi, je dirais pas non. Là. Non, exactement, mais tu sais, souvent, puis avec un bien immobilier, c'est pas la fin du monde. Tu peux l'hypothéquer puis aller utiliser l'hypothèque pour payer l'impôt là-dessus. Okay. Mais, admettons, c'est un bijou qui est dans ta famille depuis des centaines d'années. Ça vaut, admettons, 10 millions, mais là, c'est comme... Faut que tu payes l'impôt là-dessus ou il y a plein de trucs comme ça là, que faut que tu prévois. Là. C'est important. Une compagnie, par exemple. Une compagnie. Puis même, j'imagine d'avoir retiré un peu à chaque année au fur et à mesure que tu vieillis. Ça, je pense que tu dois le faire de toute façon. Avec tes REER, il faut que tu retires chaque année. Mais si tu décèdes à 71 ans au moment où... Oui, c'est ça. Tu peux pas prévoir. Non. Exactement. OK. On est supposé faire ça rapide. J'ai dit qu'on allait essayer. Ben moi, je veux parler de quelque chose qu'on n'a pas nécessairement couvert, mais qui est super important, en fait, dans le testament. Tu sais, oui, on parle des héritiers, du liquidateur. On parle aussi des tuteurs. Parce que quand on fait un testament puis qu'on a des enfants, il faut prévoir c'est qui va s'occuper des enfants. Si on décède, ben automatiquement, c'est le conjoint, le père ou la mère qui va être le tuteur, qui va avoir la garde et tout ça, là, évidemment. Mais si les deux parents sont décédés, c'est qui va s'occuper de nos enfants? Ça, on en parle. Puis on va parler aussi, on met une clause d'administration prolongée. Donc, on veut pas, exemple, si on met pas cette clause-là, les enfants vont hériter tout à 18 ans. Mais moi, en tout cas, en tant que notaire, je conseille pas ça. Non, c'est trop jeune encore. Ben non. Puis, tu sais, exemple, hérité à 18 ans, exemple de... 2 millions. 2 millions, c'est ça. Donc, on parle aussi d'une clause de l'administration prolongée aussi pour prévoir pour les enfants. Donc, on parle de ça jusqu'à quel âge à peu près? 21, 25? Ben moi, la clause que j'ai standard, c'est qu'on reçoit 50 % à 21 ans. Puis, après ça, le résidu, tout le reste du capital à 25 ans. Mais c'est sûr que, exemple, l'enfant, au moment du décès, il y a 10 ans, de 10 ans à 21 ans, on va continuer à payer ses frais de subsistance, d'éducation et tout ça là, pour son plein développement. Mais c'est ça. Je sais qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais je voulais quand même insérer ça. Ben oui, c'est super important. On a encore du temps. Là. C'est ça la beauté du podcast. On n'est pas confiné à un certain laps. Génial. Mais ça touche à une autre question que j'avais. Est-ce que je peux mettre
des clauses particulières, de dire comme, OK, je lègue mon pick-up à Anthony, mais il doit faire X trucs. Ben non. Mais non, ça fonctionne pas. Tu sais, est-ce qu'on peut dire, comme justement, moi, je vais tout léguer à mon conjoint, mais je veux pas qu'il y ait une autre conjointe dans le futur? On lègue ou on lègue pas. À un moment donné, la personne, il faut qu'elle vive sa vie. Là. Je veux pas léguer s'il prend de la drogue. On va-tu faire des tests à cette personne-là à chaque fois qu'on lui donne de l'argent? Ça fonctionne pas. Mais par rapport aux enfants, admettons, si tu dis, OK, mais je veux donner 50% à 21 ans, je donne l'autre 50% quand ils ont des enfants. Admettons. Quelque chose en genre. Est-ce que c'est quelque chose que tu mais s'ils n'ont pas d'enfants, ils font quoi? Exact. Mais c'est s'ils ne peuvent pas avoir d'enfants parce qu'il y a un problème, exemple, ça serait vraiment... Mais, ou tu sais, 50% quand ils se marient, ou quelque chose en genre. Mais s'ils se marient pas, tu sais, c'est exactement. des clauses, non. Mais, fait que est-ce que tu peux le faire, mais toi, tu le déconseilles peut-être? Ou... Non, c'est pas quelque chose ça tiendra pas en cours. Ben non. J'ai déjà eu des gens qui m'ont demandé, justement, tu sais, je veux pas qu'il y ait une autre conjointe, ou si elle hérite, je veux plus qu'elle soit avec cette personne-là. Mais je disais, ça fonctionne pas. C'est la situation de la personne que vous voulez qu'elle hérite. Elle va pas se divorcer parce que là, elle vient d'hériter de vous, là. Donc, est-ce que vous voulez lui faire qu'elle hérite ou pas? Okay, selon les termes et conditions, peu importe qu'est-ce qui va arriver, à un moment donné, c'est de contrôler la vie de quelqu'un. Ça fonctionne pas, là. Puis si, admettons, moi, j'ai... est-ce que je peux faire des demandes de dire, OK, ben moi, je veux pas que la maison soit vendue. Je veux pas que le chalet soit vendu. Je veux qu'il soit partagé entre mes 4 enfants. On peut parler de cette volonté-là, de ce désir, ce souhait-là, mais finalement, ces enfants-là, les 4 enfants, mettons, ils n'ont pas d'argent. C'est juste ça qu'ils ont hérité. Tu sais, on en parlait tantôt. Ils ont des taxes à payer. Exemple, le chalet là, à 10 millions. Les taxes qui vont là-dessus, là, pas capables de payer eux autres. Même s'ils vont hypothéquer, ils n'ont pas d'argent. Ils ne travaillent pas, exemple. On va la vendre. On peut marquer le souhait, mais on ne va pas obliger. Ça ne sera pas une condition. On ne peut pas. Là, on va baisser le patrimoine de les héritiers parce qu'on veut maintenir quelque chose qui conjugue pas avec leur vie. Ça ne fonctionne pas. OK. Fait que ça va vraiment être plus comme une... Ça, je vais le diriger, mon client, justement, là-dedans. Là. Ça ne marche pas. Là. Ouais, tu vas dire, j'aimerais ça que je désire, je souhaite conserver la maison familiale. Oui, on peut dire, mais c'est pas quelque chose qu'on va imposer. Ça fonctionne pas. C'est quelque chose qui va créer une problématique. As-tu souvent des clients qui incluent une lettre personnalisée? C'est quelque chose que je demande, des lettres, mais c'est pas... Non. Je l'ai eu quelques fois, mais non, c'est pas quelque chose qu'on fait souvent. OK. Ou un vidéo... Non. Ça, tu vois ça dans les films. Mais des lettres, j'en ai qui l'ont fait. Je le demande aussi. Est-ce que vous voulez avoir une lettre d'accompagnement au testament pour que j'explique en fait là, qu'est-ce que je vais lire? T'sais? Il y en a qui me disent oui, mais la plupart des gens me disent non. Est-ce qu'il arrive des fois, tu as des surprises? Les gens sont comme, OK, ben, genre, il y a 4 enfants, il y en a un qui hérite de absolument rien. Oui. Puis ça, je vais l'écrire dans mon entrevue testamentaire pourquoi je déshérite. OK. Parce que ça, là, c'est quelque chose que je sais qui va justement exploser. Oui. Tu sais, cet enfant-là, je vais l'écrire souvent, les gens, je vais dire, OK, vous avez tel enfant. Puis là, je comprends à un moment donné que finalement, il y a 2 autres enfants qui ne veulent pas hériter. Ah, ben, c'est parce que ça fait 10 ans que je n'y ai pas parlé. Parce qu'il a été, exemple, en prison. Parce qu'il y a des gros problèmes de drogue de sa vie durant, j'ai déjà donné sa partie d'héritage. Je le note, ça. Parce que je sais que quand il va décéder... Oublie ça. Fait qu'au moins, tu sais, je vais annoter mes choses pour dire, ben c'est pour telle raison. Ouais, tu fais bien. Est-ce que... Sinon, ça va te ramasser avec des problèmes. Ben, ils vont le contester, mais non, mais c'est rare que... Honnêtement, c'est rare que les gens contestent là, un testament notarié de base. Mais c'est sûr que ça peut créer une frustration pour cette personne-là, mais souvent, les gens, ils savent pourquoi ils sont déshérités, là. On s'entend. C'est pas parce que ça allait bien, puis tu sais, quand on déshérite, c'est parce que de base, ça va pas bien, puis les gens, ils comprennent la relation qu'on avait. Ouais. Mais c'est plus dans, genre, scénario hollywoodien, genre, la personne n'a aucune idée. Ça m'est arrivé une fois. Une fois? OK. Mais il y a quand même une raison, là, mais bon. Ouais, mais la personne ne le savait pas. Non, ça n'en doutait pas. Mon conjoint ne peut pas me déshériter car nous sommes mariés. Faux. OK. Mais il y a quand même le patrimoine familial et tout ça qu'on doit régler parce qu'on est mariés. Ouais. Mais tout le reste, on nomme les enfants. 50%. L'autre 50%, c'est les enfants qui héritent, exemple. OK, parfait. L'autre, on l'a parlé. Est-ce que tu peux demander dans ton testament, mettons, OK, bon, ben, moi, je suis remarié, whatever, puis, j'imagine que c'est pas avec la mère des enfants, mais de dire,
OK, moi, je lègue à ma femme, mais quand elle décède, ça va aux enfants. Oui, on peut faire ça. Oui. Fait que est-ce elle peut changer est-ce qu'elle peut, par après, elle hérite, puis elle dit, OK, mais là, moi, je change tout, puis je garde ça, puis je donne ça à quelqu'un Qu'est-ce d'autre. qu'elle change? Le testament, elle me dit, admettons, moi, Son je le testament donne. à elle? Moi, admettons que moi, je décède en premier, ma nouvelle conjointe hérite de tout ce qu'on a, puis techniquement, quand elle décède, c'est supposé aller elle n'a pas d'enfant, admettons. Puis que là, après ça, ça va aux enfants. Mais qu'elle, de son vivant, après, elle dit, non, moi, les enfants... En fait, la clause dans le testament, c'est qu'on dit qu'on va léguer ça, c'est les deuxièmes unions. Donc, un testament, quand c'est une première union, c'est beaucoup plus simple parce qu'on a les mêmes enfants. Ouais, donc, ça va l'un à l'autre, après ça, aux enfants, bien simple. Quand on a une deuxième union, c'est là que c'est un peu plus différent. Parce que justement, on veut quand même faire bénéficier la conjointe que ça fait 20 ans qu'on est avec elle. C'est quand même d'une deuxième union, puis on n'a pas les mêmes enfants. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que de sa vie durant, à cette conjointe ou conjoint-là, il va pouvoir utiliser les biens. Mais au moment du décès de cette conjointe-là, tous les biens qu'on a reçus de notre conjoint vont retourner à nos enfants. OK. Donc, ça ne va pas tomber dans son patrimoine à elle. Donc, elle, quand elle va décéder, ça a des enfants de sa propre union antérieure. De ses biens à elle, ça va tout tomber à l'enfant, à ses enfants. Mais tout ce qui vient de son conjoint va retourner à ses enfants. Oui, ça se fait, je le fais souvent. Puis si c'est des liquidités, comment est-ce que tu fais pour le... On va ouvrir un compte à part. OK. Mais elle a le droit de l'utiliser? Oui, de sa vie durant, définitivement. Mais s'il en reste à la fin... On retourne aux enfants. OK. Oui. Je comprends. Cool. Ça règle bien des problèmes aussi. Parfait. Ouais, on l'a dit tantôt, là, si ma conjointe se remarie, elle est déshéritée. On l'a mentionné, c'est pas une bonne idée. Non. Écoute, je pense qu'on a toutes fait les questions. Dernière question. Est-ce que mon ou ma conjointe sont automatiquement mon liquidateur? Non. Non, faut le nommer, c'est ça. Faut vraiment nommer son liquidateur. Il n'y a pas aucune présomption. Parfait. Dans un testament, c'est pas comme ça fonctionne. Qui est-ce qu'on devrait choisir comme liquidateur? Comme quelqu'un qui est bon avec les papiers, puis quelqu'un qui est organisé? C'est sûr que si c'est quelqu'un qui a de la misère à gérer, on va pas le nommer, là, évidemment. Mais moi, je dis rien à mes clients. C'est sûr que s'il me dit j'ai vraiment pas personne, c'est sûr que je peux lui proposer un comptable, un autre notaire. Je vais lui proposer des professionnels, évidemment. Mais il y en a qui vont choisir le conjointe. Ensuite de ça, il y en a qui... Exemple comme moi. Je suis dans la trentaine, je ne vais pas nommer mes parents comme liquidateurs. Parce que dans une lignée de vie, on n'a jamais une boule de cristal, on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut l'avenir prévoir. Là. Mais habituellement, on va nommer des gens qui sont de notre âge ou on ne va pas nommer les parents parce que c'est pas naturellement ça qui va se passer. Donc ça, je le conseille pas. J'ai quand même des clients qui me disent, pour l'instant, je préfère que ce soit mes parents comme liquidateurs. Puis notamment, je vais venir te voir 2-3 ans plus tard. J'ai pas de problème avec ça. Mais ça, c'est quelque chose quand même que je vais dire à mes clients. Je vais dire, OK, juste prendre ça en note. Puis ils sont comme, oui, je suis conscient. Mais ça peut être n'importe qui, en fait. Puis, le liquidateur, en fait, là, s'il connaît pas du tout comment régler une succession, nous, notaires, on est là pour eux, là. On va les accompagner, on explique c'est quoi les étapes d'une succession, comment régler ça. Donc, s'ils sont pas à l'aise, on les accompagne. Puis tu peux mettre aussi dans tes liquidateurs une liste de personnes. Tu sais, de dire, mettons, OK, je mets mes parents on en va mettre premier. Des choix. Si les parents sont trop vieux ou... là, après ça, OK, là, ça passe frère et sœur. Puis ils peuvent démissionner aussi, les liquidateurs. Donc, oui, c'est sûr qu'on n'a pas juste dans un testament notarié, en tout cas, c'est clair qu'on n'a pas juste une option. Là. Je mentionne juste mon conjoint. Nous, on demande tout le temps, OK, parfait, si votre conjoint ou votre conjointe vous a prédécédé, c'est qui qu'on vient choisir? Ah, j'ai pas pensé à ça. On réfléchit, puis là, comme, OK, oui, telle personne, mon enfant, s'il atteint l'âge de 18 ans, tu sais, là, on vient nommer des gens, puis de toute façon, c'est ça, tu sais, il y a toujours des choix, là. Il y a toujours des choix. Puis un truc que tu peux dire aussi, parce que c'est beaucoup de travail, là, tu sais, quand tu es liquidateur, là, surtout quand c'est un patrimoine qui est complexe, là, tu peux aussi mettre puis corrige-moi si je me trompe, mais une note comme quoi le liquidateur peut être rémunéré pour son temps. Oui, définitivement. C'est de dire, parce que on parle si de tu passes aussi. des heures... Mais oui. Tu sais, pour les déplacements, pour les pertes de journée de travail qu'il devait faire, mais finalement, il a réglé la succession, on peut très bien le compenser. Des fois, on va donner des compensations, exemple forfaitaire. Tu sais, on va donner un montant. Il y en a que c'est à l'heure. Surtout les professionnels, on est beaucoup à l'heure. Mais oui, c'est ça. Oui. Il y en a que c'est juste pour les frais de déplacement, les journées de travail qui ont été
c'est perdu. Ouais. Sinon, c'est des montants qu'on donne. Ou même Oui, pour, il y a les, toutes les, pour les toutes enfants, les façons. là, si t'en as admettons, t'es 4 enfants, puis il y en a un qui est choisi, t'es comme, pourquoi c'est moi qu'il faut que tu tapes toute la paperasse? Je démissionne, mais il n'y a personne qui veut le faire, puis là, t'es comme, Ouais. c'est là que ça peut être On peut intéressant de prévoir dire comme- aussi la rémunération, évidemment. Oui, définitivement. Oui. Si on le prévoit ou si on le demande. Y a-tu d'autres choses qu'on a oubliées? Bien, c'est sûr qu'il y a mille et une choses à parler d'un testament, évidemment, mais je pense que les règles de base, on les a quand même survolées, je dirais. C'est les plus importantes, c'est définitivement les plus importantes. Qu'est-ce que je conseille aussi comme liquidateur, c'est que ça ne soit pas un non-résident. Ouais. Parce qu'on comprend ici, t'es comptable, vous savez. Il y a des implications. Ben oui, puis, exactement. Le liquidateur, il ne faut pas qu'il soit non-résident. Là, c'est sûr que si on, s'il n'y a personne d'autre. on est arrivé au pays, on est le seul. Donc oui, mais moi, je vais même des fois conseiller un professionnel pour aider parce que sinon, quand on a plusieurs biens puis le liquidateur est non-résident, ça peut faire mal. Ouais, j'ai déjà fait été impliqué dans une succession, justement, que c'est ça qu'il y avait. Les gens, il y avait des biens au Vietnam, en France, au Canada. Puis là, c'est de faire, comme la succession dans tous les pays. Il y avait 3 avocats notaires, là, dépendant du pays, qui étaient impliqués. Puis là, d'aller chercher les certificats de dire que... De décharge, puis au niveau de Revenu Canada, comme quoi tout est beau parce que c'est tous des non-résidents. Ben, c'est intéressant que tu parles des certificats justement de décharge. Souvent, les gens, quand ils règlent une succession, ne sont pas au courant de ça. Donc, quand le défunt a un dernier rapport d'impôt à faire, puis le comptable va demander justement les certificats de décharge au provincial puis au fédéral. Pourquoi qu'on demande ça? C'est pour libérer le liquidateur envers les gouvernements. Comme quoi qu'on n'a plus de dette, nous, défunts. Puis quand c'est des non-résidents, c'est déjà long à la base. Là, ça, tu rajoutes le fait que c'est des non-résidents, c'est très, 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 très long. Ah oui, définitivement. Puis, non, c'est ça. C'est beaucoup de travail. C'est pour ça que je disais de rémunérer les gens. Des fois, c'est pas de mauvaise idée. Effectivement. Même si c'est tes propres enfants... si t'en as juste un enfant, mais là, ben oui, c'est lui qui est liquidateur héritier, c'est la même chose. Ça retombe dans sa poche, là, mais oui. s'ils sont plusieurs, puis il y en a un qui gère ça, écoute, ça peut être traîné sur des années, des fois. Là, oui, une succession, là, c'est ça. Tu sais, des fois, les gens sont comme, OK, il est décédé, je veux tout régler là, dans un mois. Il faut gérer les attentes parce que c'est ça. Tu sais, tout à l'heure, j'expliquais, les gens, ils veulent vivre leur décès rapide. Il y en a certains qui veulent faire ça vite pour l'oublier si on veut régler tout ça, tu sais, puis passer à autre chose. Mais il faut gérer les attentes aussi des gens qui sont endeuillés, puis dire, régler une succession, il y a quand même des délais. Là. Ça se fait pas en 2 mois, ça prend des mois. Des fois, ça peut prendre des années. Ça dépend du patrimoine de la personne. Donc, ça, c'est important aussi. Là. C'est juste un acte de... Le certificat de décès, là, ça prend 2 mois, des fois, 3 mois. J'en ai d'autres, ça a pris vraiment plus de temps. Là. Au début de la COVID, c'est super long. Les recherches testamentaires, c'est toutes des choses qui prennent du temps à obtenir. Donc, c'est ça. Bon, ben c'est super. Puis si vous avez des questions, puis qu'on a oublié des trucs, ben vous pouvez simplement contacter Stéphanie. Mais oui, ça va me faire plaisir. Donc, j'ai mon site internet Bourassa Notaire. On a aussi Instagram, Facebook. On est très facile à rejoindre. Ça va nous faire plaisir. Oui, vous êtes très facile à trouver. Oui. Fait que c'est super. Merci beaucoup de t'être prêté au jeu une deuxième fois. Merci, honnêtement. Merci pour l'invitation encore une fois. C'est vraiment agréable de vous parler. Puis je pense qu'on a même parlé, là, peut-être qu'on en ferait un 3e. On a des idées. On se parlait avant le podcast. Fait que vous allez probablement revoir ou réentendre Stéphanie très bientôt. Donc, au grand plaisir. Merci beaucoup. Passez une belle journée. Merci. Merci. Bye bye.